Salut toi. Salut. Bon alors, est-ce que ça te dérange si on commence? Non? Super. Tu pourrais tourner la chaise un petit peu, comme ça on te voit pas complètement de profil. Ouais. Comment tu te sens? Détendu. Ouais? Ouais. C'est cool ça. Pourquoi? Parce que tu as fini un truc, non? Tu m'as dit. Ouais, parce que j'étais un peu tendu pendant 2 jours, parce que j'ai eu des problèmes des problèmes techniques, des problèmes de son. Je devais terminer ce truc-là. Et donc là, une fois que c'est enregistré, maintenant je peux prendre le temps de le mixer et de l'améliorer. Donc j'étais un peu tendu, parce que j'y arrivais pas, quoi. C'est quoi le morceau? Le morceau ça s'appelle Dangerous Love. Ouais. Et ça va être le thème d'une musique de film. C'est pour un film? Pour un film, ouais. Un film indien. T'es content de ton boulot? De ton morceau? Je suis content du morceau, ouais, parce que c'était... j'ai eu des petits problèmes de mécanique, on va dire. Ouais. Tu vois, la pédale qui grince, parce que j'ai des micros qui sont très sensibles. Donc, si ça grince un peu, s'il y a des problèmes de bois, j'ai pris mon banc, j'ai pris une chaise à la place parce que ça grinçait trop, quoi. Ouais. Et le problème avec les instruments là, vivants, en bois, c'est qu'il y a souvent des cracks, des machins trucs. Et après, j'ai réécouté ça hier soir, et j'entendais zzzt. En fait, c'était ça, quoi. Donc je l'ai dévissé. C'est une partie du piano, c'est ça? Ouais, c'est là-dessus que tu mets les partitions. Et donc depuis, il est un peu nu, quoi, il est un peu à poil. Il est à toi, ce piano? Ouais, ouais. Et ça a commencé comment, et la musique pour toi? Piano classique. À quel âge? À 5 ans. Ah oui? C'est quoi? C'est des parents? Ouais, c'est un jardin de musique. Ma mère, elle voulait faire du piano et comme elle n'en a jamais fait, Elle s'est vengée sur toi? elle s'est vengée sur moi. T'as grandi où? J'ai grandi dans la banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, à Savigny-le-Temple. Et puis ensuite, quand j'avais 8 ans, on est parti aux États-Unis. À 8 ans? Ouais. Et ils y sont encore, tes parents? Non, non, ils sont revenus. On est tous revenus, mais ma sœur est retournée là-bas. Et donc, tu as fait du piano classique jusqu'à quel âge? Jusqu'à 12 ans. Ah non, mais je te raconte des conneries en fait. Attends, on n'est pas parti aux États-Unis. On est parti aux États-Unis quand j'avais 10 ans, pardon. 10 ou 11 ans. Donc en fait, j'avais une prof de piano qui était super en France, que j'aimais beaucoup. Et puis quand on est parti, j'ai changé de prof, ipso facto, et je me suis retrouvé avec une professeure de piano russe. Oula. Ah ouais, tu peux dire oula, ça m'a dégoûté du piano. Pourquoi? Elle était hyper dure? Elle était très stricte et elle était, comment dirais-je, elle avait une idée du pianiste qui devait être vraiment le dos très droit, Ouais. les coudes comme ça, tu vois, 45 degrés, les doigts montés sur le piano. Enfin, elle aurait jamais bossé avec un musicien de jazz, par exemple. Tu vois. Ouais. Parce qu'elle aurait dit, oh, ta posture, elle est pas bien, on arrête tout, on reprend tout depuis le début. Elle venait d'où, elle? Elle était russe, elle était venue avec son mari, Nikolai. Tiens. Ouais. Et Nikolai, je me rappelle de lui, surtout parce que il mangeait beaucoup d'ail, en fait. Ah bah ça rime. Et lui, c'est vrai, et il me donnait des cours de russe. Lui me donnait des cours de russe et sa femme me donnait des cours de piano. Ah bah d'accord, c'est une mafia en fait. C'était une torture culturelle. Et ça a duré jusqu'à quel âge? Ça a duré jusqu'à ce que je parte à Washington. Parce qu'en fait, mes parents ont changé disons que mon père a changé de plan assez régulièrement. Au début, on est parti aux États-Unis, on devait rester 2-3 ans. Ouais. Et puis finalement, on est resté 10 ans en tout. Donc au bout d'un moment, il fallait que moi je reprenne, parce que j'étais parti en high school, il m'avait balancé en high school comme ça. Et il fallait que je reprenne le système scolaire français en route. Ouais. Donc là, ils m'ont envoyé au lycée français de Washington quand j'avais 16 ans. Et là, je suis sorti donc de high school et j'ai repris on va dire la scolarité française normale.
Et c'était comment le voyage aux États-Unis? C'était grisant, excitant? Tu veux dire le séjour? Le séjour, oui, oui. Le déménagement, je voulais dire. Le déménagement ou le séjour? Bah, déjà, de se retrouver à Washington à 10 ans. C'était, alors, à Washington, j'y suis allé à 16 ans. Mais en fait, je suis arrivé dans le Michigan, donc j'avais 10 ans, 10-11 ans. Ouais. C'était pas mal parce qu'il y avait des Français, il y avait une communauté française, il y avait une petite école française. Donc, en parallèle, je faisais l'école américaine et l'école française. Donc l'après-midi, quand la plupart des Américains terminent la high school et tout, ils ont leur après-midi libre pour faire des comment on appelle ça, des activités extrascolaires. Mm-hmm. Et donc moi, je rentrais chez moi, et j'allais pas jouer au basket ou au tennis, mais je me mettais sur mes cours de français et c'était pas très fun. Mais du coup, toi, quand on t'a mis au piano, ça te faisait chier un peu ou... Non, parce que je pouvais pas vraiment comparer en fait. Ouais. Donc pour moi, le piano, ça a été, enfin le clavier au début, parce qu'au début, j'avais pas de piano, donc j'avais un orgue. Et pour moi, c'était mon meilleur ami. Moi, je me suis senti toujours, quand j'étais petit en tout cas, je me sentais très seul. Et le piano, c'était à la fois mon ami et en même temps... Un moyen de torture, quoi. C'était un peu ça, quoi. J'avais une relation un peu sadique, quoi, avec l'instrument. Sadomaso. Un peu, ouais. Mais c'est pas moi qui avait décidé de ce délire, quoi. Donc sadique, quand même. C'était un délire sadique, un peu imposé par ma mère, qui aimait bien me dire le mercredi « Alors, travaille ton piano, tu sais ?» Ouais. Alors qu'elle en avait rien à foutre dans l'absolu, je pense. Ouais. Enfin, je pense, parce que maintenant, je peux jouer du piano. Ça fait plaisir aux gens de ma famille, mais si tu veux, ma mère, j'ai pas l'impression qu'elle prend plus de plaisir que ça. Que toi, en tout cas. Ouais, en tout cas, pas autant que moi, ça c'est clair. Toi, tu en prends, en tout cas. Et après, alors, ce qui est rigolo, c'est marrant que tu m'amènes là-dessus, t'as pas posé la question, mais j'y ai pensé. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que donc, pendant des années, elle m'a dit « Travaille ton piano ». Et ensuite, quand on est arrivé aux États-Unis, donc c'est là qu'on a acquis ce piano magnifique, ce Wegman. À ce moment-là, je jouais tout le temps, mais parce que je composais mes morceaux, si tu veux. Je voulais inventer mes mélodies. Et à ce moment-là, c'était tout le contraire. Elle me disait, mais arrête, tu fais trop de bruit, je rentre à la maison, tu joues pendant 2 heures, j'ai mal à la tête, tu vois. Retournement de situation totale, quoi. Voilà. Et puis quand j'ai dit que je voulais faire de la musique pour vivre, alors là... Ils n'étaient pas contents. Ah, retournement total. Vous m'avez mis au piano, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et donc le retour à Paris, en France, c'était à quel âge du coup? À 20 ans. Et ça t'a fait quoi de revenir du coup? C'était l'enfer. Slow life, non? C'était l'enfer. Parce que j'étais un privilégié à Washington, en tant que Français. T'étais exotique, quoi. Ouais, j'étais exotique, je séduisais, voilà, t'es français, tu fais de la musique, là-bas c'est super. Enfin, on faisait des soirées top, on allait en boîte, on allait à la piscine la nuit. Enfin, c'était la star. C'était l'aventure, ouais, j'étais un peu... Quand je suis revenu à Paris, j'étais juste un mytho, quoi. Avant le MeToo, voilà. Tu étais le mytho. Ouais, j'étais un mytho. Ouais, tu viens d'où, toi? Bah, j'arrive de Washington. Ah ouais, c'est ça. Et puis c'était pas du tout, ça fonctionnait pas du tout pareil psychologiquement, culturellement. Ouais. Là-bas, tu faisais pas d'efforts pour rencontrer des gens. C'est comme si ça se passait assez naturellement. Et puis à Paris, c'était tout le contraire, quoi. Tout d'un coup, waouh, tous ces étrangers qui se parlent pas, ça me faisait bizarre. Parce que dans la rue aux États-Unis, dans certains endroits en tout cas, tu peux entamer la conversation. Tu peux entamer, ouais. À partir du moment où tu croises le regard de quelqu'un, tu peux tout à fait dire bonjour, c'est tout à fait accepté, tu vois. Enfin, hello pour le coup. Bonjour. 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 Bonjour, je suis français. Vous faites quoi cet après-midi? Ah, pas bien, je t'amène. Je te présente ma mère. Pardon. Et quand tu étais plus jeune, tu n'avais aucun autre rêve? Enfin, tu n'avais pas de rêve, de fantasme, des envies, des aspirations? Si. Beaucoup de rêves. J'avais des rêves de... Alors, je ne sais pas pourquoi, je me pose encore la question, mais je rêvais que j'étais un pilote de vaisseau spatial. Très bien. Ouais.
Mais je veux dire, comme projet de vie, je veux dire. Ah, comme projet de vie. Bah, comme il n'y avait pas encore de vaisseaux spatiaux, ouais, c'était un peu compliqué. Donc, non, je me suis... Si tu veux, je passais tellement de temps sur le piano. Après, je me suis mis à la guitare, mais que quelque part, dans l'arrière de ma tête, probablement pour des mauvaises raisons, je me disais, bon, bah, je vais en faire mon métier, tu vois. Pourquoi les mauvaises raisons? Ben parce que j'avais pas à l'époque la notion de rendement. De rendement. Je ne savais pas ce que c'était que la société du spectacle. Ouais. J'avais une idée très, tu vois, très fantasmée, très évanescente de ça. Les gens qui faisaient de la musique, c'était comme des poètes, machin truc, tout. Et puis, alors que, non. Si, un peu. Pas du tout. Pas tous. Ouais, peut-être quelques-uns. Ouais. Mais tu as connu un peu de succès à un moment, non? En tant que musicien. Ouais, surtout les premiers lives, parce que comme j'avais passé beaucoup de temps seul à travailler, t'étais bon, quoi. Mon instrument, j'étais pas nécessairement bon, mais j'avais du feeling. C'est-à-dire que j'étais sorti du cadre classique imposé, où les choses étaient normées et orthonormées, où tu avais les partitions et ton tempo et ta posture, etc. Et j'étais dans un truc où tout d'un coup ma sensation de rapprochement avec la musique m'aidait à exister, quoi. Et donc je me suis dit innocemment, naïvement même, que bah, c'était ça. Mais je ne connaissais pas encore le métier, je ne connaissais pas la société du spectacle, surtout. Et puis je n'avais pas conscience de mon piètre niveau. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, je connais plusieurs pianistes, dont une qui habite à côté, qui est une pianiste incroyable. C'est vrai que moi j'ai un niveau, on va dire, d'accompagnateur et de compositeur, mais j'ai pas un niveau de soliste, tu vois. Donc quand je me suis rendu compte que j'allais pas être un super pianiste soliste, je me suis dit ok, il faut diversifier. Et c'est là que j'ai commencé à chanter. J'ai toujours chanté, si tu veux. Mais c'est là que j'ai commencé à le faire plus sérieusement et que je me suis rendu compte que ça avait un impact sur les autres. Je me suis rendu compte que j'avais un... Ça faisait de l'effet, quoi. Ça faisait de l'effet, ouais. Oh, ouais. Donc les premiers, si tu veux, les premières sensations de... Pas de réussite, mais disons de... Au moment où je me suis dit, ouais, là je suis bien. Là, je suis dans la vague. Là je suis bien, je me sens bien. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'était les premiers concerts. Ouais. Et c'était à quel âge, du coup? Les premiers concerts, c'était en arrivant à Paris, quelques années... Enfin, évidemment, on avait fait quelques trucs aux États-Unis, mais il n'y avait rien eu de conséquent. De conséquent, ouais. On était des ados excités, avec plein d'idées. Et voilà, on partageait nos imaginations. Donc j'avais eu un groupe qui s'appelait The Naked Flesh Eaters. Les mangeurs de chair nue. et à Washington, j'avais un autre groupe après qui s'appelait Orgasmic Angels, les anges orgasmiques. Et donc on faisait des petits montages comme ça, c'était rigolo, mais on n'avait pas fait de live. Et quand je suis arrivé à Paris, après quelques années, j'ai fait mes premiers lives avec un mec qui s'appelle Étienne. On avait monté un groupe de jazz qui s'appelait Des Moines. Enfin, c'était plus lui qui l'avait monté. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, bah, ça fonctionne, je peux composer, tu vois, je peux composer 10 morceaux en une semaine et la semaine d'après j'en compose 10 autres, c'est pas un problème. C'est là que je me suis rendu compte que ça devenait vivable et rentable. Et la première fois où tu t'es cassé la gueule? Artistiquement ou Oui. Ah, t'as des questions... T'as le droit au joker. T'as des questions vicieuses, hein. Putain. Tu peux m'envoyer chier, je te dis. Hein. Je crois que sur scène, ça m'est jamais arrivé. Déjà, ça c'est pas mal. En fait, je pense qu'il y a toujours eu un truc. Il fallait que je dise jamais, évidemment. Si, il y a une fois, c'était particulièrement horrible. On jouait au Soleil de la Butte. C'était quelques temps après la fin d'un groupe que j'adorais. Notre collaboration était arrivée à sa fin, toute évidence, avec Julien. On avait monté un groupe qui s'appelait Overground. Et j'étais très fier de moi. On était tous fiers de nous dans ce projet. Puis ensuite, les égos, les choses de la vie, tout ça. Ouais. Et il y a eu un concert après où je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je vais faire mon truc tout seul. Et là, je me suis pris une claque, ouais.
Parce que j'avais plus Julien à côté de moi pour me donner une rythmique ou une cohérence artistique. Et pour le coup, j'avais pris un groupe de pieds cassés, de musiciens qui étaient juste pas au niveau, mais moi j'étais tellement excité de refaire des concerts. Et là, voilà, c'était un très mauvais concert. Ouais. Ouais. Mais il me semble, je touche du bois, mais il me semble que c'est vraiment la seule mauvaise expérience que j'ai eue en live. Et c'était pas pendant tout le concert, c'était pendant 1 ou 2 morceaux, si tu veux. Ensuite, mon ego, on avait pris un coup, mais sinon, non, en live, en général, ça se passe plutôt bien, quoi. Même quand rien n'est préparé, il y a comme une espèce de motivation supplémentaire qui me fait exister plus intensément. Ouais. Et depuis, il s'est passé un peu de temps. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis cette période Tu veux dire artistiquement? N'importe. Ta vie, quoi. J'ai passé mon diplôme de pilote. Secouriste. J'ai passé mon diplôme de pilote de navette spatiale. Ah mais c'est mieux, excuse-moi, ta version est bien meilleure. Et donc depuis, tous les week-ends, je récupère une navette et on part. Hop, tu la ramènes. Non, alors j'ai repris mes études surtout grâce à mon père. Pourquoi grâce? Parce que il avait essayé de me faire comprendre quand j'étais un petit con que les études c'était important, que ça permettait d'acquérir de la connaissance. Mais il s'était mal exprimé, donc j'avais pas compris. Et quand tu es devenu un grand con? Et quand je suis devenu un grand con, il a poussé le truc pour me dire il faut vraiment que... Ouais, il sentait que j'étais statique, quoi. Et le fait d'avoir repris mes études, donc j'ai passé un diplôme d'ingé son à la SAE, pas dans de super conditions. On va dire ça a été un peu... Voilà, il y a plein de choses que j'avais pas compris dans le son et que je commence à comprendre. Et ça m'a permis surtout de terminer aussi des projets. J'avais plein de trucs que j'avais mis de côté et je ne savais pas comment les produire, comment améliorer le son. J'avais eu une petite phase à un moment, j'avais habité rue d'Orcel à Montmartre et à ce moment-là, j'avais acheté, mais je ne connaissais rien au son, mais j'avais acheté tout le matos. Table de mixage, machin truc, les jacks, tout ça. Comment tu t'es payé ça? T'étais truand aussi un peu? Disons que j'organisais des soirées. D'accord. Ok, on va dire ça comme ça. Ok. Et excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui. Je t'en prie. Et donc tu t'es acheté tout ça et... Et donc j'avais ce matériel et j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec, mais comme j'avais pas les connaissances, je me suis perdu un peu. Tu t'es dit oui, il faut faire un truc. Ouais, et puis je me suis retrouvé en fait sous une masse de matos en me disant que plus j'achetais de matos, meilleur serait mon son. Et en fait, j'y connaissais rien, quoi. Donc, là, c'était une claque un peu. C'était un peu approximatif, quoi. C'est vraiment après la SAE que j'ai commencé à me remettre à la production musicale. SAE, c'est quoi déjà? C'était l'école de son que C'était quand? Que j'ai fait. C'était en, je sais pas, on va dire il y a, on est en quoi là, 2022? À Espace Kant, on interview en 2022. Oui. Donc c'était il y a 6 ans. D'accord. 5-6 ans. Et là, tu t'es senti un peu plus à l'aise dans tes... J'ai senti surtout, alors c'est marrant parce que c'était une sensation assez contradictoire. D'un côté, j'avais l'impression que j'avais pas assez appris, que j'avais pas été assez assidu. Et de l'autre, ça m'a permis de faire de la musique par moi-même. C'est-à-dire que j'avais pas besoin d'un autre ingénieur du son, j'avais pas besoin de... C'est évidemment pas la situation idéale pour faire de la musique, vaut mieux être entouré. Mais à ce moment-là, j'étais un peu boudeur et je me suis dit, mais moi, je vais pouvoir faire de la musique tout seul. Et voilà. Et aujourd'hui, tu le sens comment? La musique? Tu penses que tu as besoin des autres encore? J'ai envie des autres. Ouais, ça c'est bien ça, non? J'en ai pas nécessairement besoin, c'est-à-dire que techniquement, je peux faire pas mal de choses par moi-même. Mais c'est vrai qu'au début, je m'étais dit... disons que quand tu te retrouves tout seul devant ton ordinateur à mixer, etc. Pendant un moment, et puis ensuite, quand tu te retrouves chez toi à produire pendant un moment, mais il manque des trucs, tu te rends compte que l'autonomie,
ou l'indépendance, bon, c'est bien, mais dans la musique, c'est le partage. C'est la collaboration. Enfin, je ne veux pas utiliser un gros mot, mais le partage. Le partage. Et c'est quoi le rêve aujourd'hui? Le rêve? Ouais. De mourir en paix. T'es pas en paix là? Si, mais je pense que non, mais je plaisante, bien sûr. Je veux pas. Le rêve, c'est pas de disparaître. De travailler avec des gens avec qui j'ai du plaisir à travailler. Et travailler sur des projets qui me donnent la chair de poule. Ce qui est assez rare. Hein, comme toi, tu peux en juger toi-même. Quand tu écoutes de la musique, c'est rare quand tu as la chair de poule. Je ne sais pas à quoi est dû ce phénomène de chair de poule, mais de toute évidence, c'est un phénomène électromagnétique assez intense. Quoi, parce que des fois, juste sur un mot ou juste sur un accord, les poils qui se dressent, tu vois, comme s'il y avait un aimant à poil. Ouais, dans l'absolu, si tu veux, réussir à me donner la chair de poule, pour qu'éventuellement certaines personnes l'aient aussi. Mais bon, je ne veux pas les obliger à avoir la chair de poule. Voilà, c'était pour répondre à ta question du rêve. Sinon, d'une façon plus globale, le rêve, c'est de faire de belles choses avec de belles personnes. Voilà. Artistiquement parlant, bien sûr. Sinon, humainement, c'est de me reproduire, évidemment. De perpétuer. Ouais. Quoique, pour sortir du cycle de la réincarnation, il faut éviter de faire des enfants. Ah bon? C'est ce qu'on dit. Merci beaucoup, Sam. Tu sais que cette série sous-entend un épisode annuel. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Ad vitam aeternam. Ouais. Et du coup, ma dernière question... Ad vitam, donc tous les ans, jusqu'à ta mort. Ou la tienne. Okay. Jusqu'à la mort d'un des deux protagonistes. Peut-être qu'on mourra le même jour. Du coup, c'est ça mon rêve. Du coup, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu te souhaites pour les 12 prochains mois? Alors, plusieurs choses. Déjà, je suis sur un projet, je suis en train de terminer une musique de film. Le film est tourné. Et donc, voilà, je souhaite avant tout terminer ce projet-là pour enchaîner sur d'autres projets. Et un autre film qui, lui, n'a pas été tourné, sur lequel je dois faire la musique, va se présenter à moi dans quelques mois, ou dans moins d'un mois en fait. J'aimerais que ce projet aille jusqu'au bout. Et j'aimerais faire participer beaucoup de musiciens sur ce projet. Voilà, dans l'immédiat. Tu fais un clap de fin?